Bienvenue, Karine. Installez-vous. Voilà. Salut. Bonjour. Voilà, voilà. Pour les bonjours, vous avez les micros avec vous. Alors moi, je vais me mettre par ici. On va essayer de jongler avec les questions que vous avez. Karine, j'aimerais commencer avec vous. Vous êtes donc triathlète. La mouche vous a piqué, c'est quoi, en 2001, vous m'aviez expliqué, premier triathlon de Lausanne, oui. Celui qui aura lieu ce week-end. Puis depuis, vous avez, comment dirais-je, parcouru votre bonhomme de chemin pour faire le triathlon d'Hawaï. Juste pour poser le cadre, rappelez juste les distances peut-être. Alors un triathlon olympique, la distance que parcourt officiellement le premier triathlon qui existe, c'est la distance olympique, c'est 1,5 km de natation, 40 km de vélo suivi de 10 km de course à pied. C'est déjà pas mal. Et je me suis lancée petit à petit dans des plus longues distances. Et finalement, l'année passée, j'ai fait l'Ironman de Zurich. Et celui-ci, c'est donc l'Ironman, la distance Ironman officielle, c'est un petit peu plus. C'est 3,8 de natation, suivi de 3,8 km, juste oui. qu'on soit d'accord. Ouais. 180 km de vélo, puis un marathon, 42,195 km. Je laisse juste digérer l'information. C'est vrai que je rajouterais, j'ai oublié de le dire, vous êtes maman de 4 enfants. Oui, entre 8 et 18 ans. Ok. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le temps, déjà pour s'entraîner dans un sport, c'est compliqué, mais de s'entraîner dans 3 sports pour une distance pareille, avec votre vie non seulement de maman, mais aussi à côté, puisque vous travaillez, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Bon, je dirais qu'il y a d'abord une passion pour ce qu'apporte le triathlon, ce que m'apporte le triathlon, c'est vraiment un bien-être physique et psychique. Je me suis rendu compte assez tôt qu'en faisant du triathlon, j'étais une meilleure personne, j'étais une meilleure maman parce que je me sentais mieux, je me sentais vraiment bien. Du coup, s'il y a une passion, après, on ne compte pas. Et on se lève tôt, on organise ses journées ou j'organise mes journées en fonction. Le sport, c'est une de mes priorités. Je crée le temps. J'organise ma journée, ma semaine en fonction, disons pas seulement, mais le sport fait partie intégrante de ma planification. Vous parlez de lever tôt, se lever tôt. Marius Robir avait évoqué ça aussi. Pour vous, c'est essentiel dans l'organisation. Quand vous dites lever tôt, ça veut dire que vos entraînements, c'était quand le matin? Bon, si on prend le matin. Les entraînements du matin peuvent parfois commencer à... Il peut y avoir un entraînement à 6 heures qui peut durer 3/4 d'heure, un entraînement par exemple de course à pied ou autre. Après, il y a les enfants. Après, si on a un peu de temps la matinée, on fait un deuxième entraînement. Sinon, on s'occupe aux autres choses qu'on a à faire. Il y a toujours... Voilà, c'est le matin tôt, c'est souvent un entraînement... court, mais c'est un entraînement indispensable pour un triathlète parce qu'il a justement 3 disciplines à entraîner sur toute la semaine. Pour moi, ça signifiait environ entre 15 et 16 heures d'entraînement hebdomadaire. Pas toujours, mais vers la fin, vers le deuxième tiers de la préparation physique. Question par rapport à l'entraînement matinal, très matinal. C'est un entraînement qui se fait pour vous, c'était quoi? C'était à jeun? Vous leviez, vous alliez faire votre entraînement? C'était une volonté manifeste ou c'est simplement vous n'avez pas le temps de déjeuner, puis j'optimise mon temps et puis je vais m'entraîner? Un petit peu les deux. Je dirais, j'arrivais pas à manger et m'entraîner directement derrière. Et puis souvent, l'entraînement à jeun est très bénéfique pour l'athlète de sport d'endurance parce que ça lui apprend à l'épuiser dans des réserves de graisse. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi, mais c'est ce que j'ai appris. Et c'est très bénéfique. Ça peut rendre service pour le sport d'endurance, donc des distances, des durées de 10 heures et plus. Alors, on va tout de suite poser la question au docteur Gojanovic. Vous-même aussi triathlète, il faut le préciser. À une époque, oui. Ouais. Basketteur aussi. À une autre époque. Médecin. Très, très actuellement. Oui. Parfait. L'entraînement à jeun. Merci pour la boîte de Pandore. Hein. Désolé. Non, ouais, super question, bien sûr, mais on n'a pas toutes les réponses. Donc, je vais peut-être faire une pirouette comme ça. Mais ça fait partie des techniques employées pour essayer d'habituer le corps à différents types de stimulation sur le métabolisme.
Donc oui, c'est juste et c'est très appliqué dans le sport. Après, on ne sait pas tout sur vraiment laquelle formule est la meilleure, à savoir est-ce qu'il faut faire ça une fois dans la semaine, 2 fois, 3 fois, quelle durée d'entraînement, etc. Donc il y a beaucoup d'inconnus, mais ça fait partie des choses qu'on essaie d'appliquer. Ouais. Quand on parle d'entraînement, il y a cette volonté de préparer le corps à l'effort. Qu'est-ce qui, dans les personnes qui viennent vous voir, quand on parle de santé, qui revient peut-être régulièrement? Vous avez tweeté ce matin en disant qu'il faut faire tomber quelques a priori par rapport à l'entraînement déjà, sur la manière de s'entraîner, sur le comment. Est-ce que vous observez des systématiques qu'il faudrait peut-être éviter en termes de santé? Oui, alors je vois 34 minutes, il reste, donc je vais en prendre 30. Très bien, je vais prendre un sieste dans ce cas-là alors. Non, il y a beaucoup de choses effectivement qui reviennent. Je pense que la première des choses qu'on peut dire quand on aborde ce type de course, de préparation, d'événement, c'est qu'il faut avoir un plan quand même. C'est pas mal d'avoir un plan d'entraînement. Ouais, de savoir ce qu'on fait, quoi. Et puis ensuite, il faut savoir ne plus avoir de plan. Où il faut comprendre que le plan n'est qu'un canevas qui doit s'adapter aux circonstances, qui doit s'adapter à la famille, aux situations de vie, etc. et à ce que le corps subit au cours de l'entraînement. Et ce que je vois assez souvent, c'est des gens qui sont très consciencieux, méticuleux, appliqués, très motivés, et qui vont peut-être s'entourer même, et qui vont se faire un plan, et ils vont y tenir mordicus. Ceux-là, ils sont fichus, parce qu'ils ne vont pas s'adapter, parce que ça ne va jamais comme c'est prévu sur le plan. Donc il faut toujours... Le plan, par définition, il est imparfait. Donc il ne faut jamais vraiment faire tout le plan. Donc peut-être ça, c'est un des points de réponse que je peux donner. Quand on commence à dévier du plan pour s'adapter, ben on suit le rythme du corps, qui n'est peut-être pas celui qui était prévu, et peut-être qu'on peut arriver à l'objectif comme ça. Quelle est l'importance de l'écoute de soi-même, Karine, dans votre cas de figure? C'est tout. Pour moi, c'est le plan. Les plans m'ont aidé énormément pour atteindre mon objectif, mais il n'y a pas eu un entraînement où je ne me suis pas posé la question, est-ce que c'était juste pour moi? Il y a eu des moments, je ne vous cache pas, que pendant l'entraînement, des entraînements, des séries, des intervalles, où j'en pouvais plus, où je me disais, non, mais il y a quelque chose, je fais faux, mais après l'entraînement, avec un peu de recul, je me disais, ok, je me sens bien. Donc je suis tout le temps à l'écoute de mon corps. Vous êtes à l'écoute de votre corps, mais vous avez un besoin quand même, vous parliez des 3 sports, donc il y a un besoin d'entraînement. L'avantage, c'est qu'on peut varier, c'est peut-être moins... Est-ce que ça, entre guillemets, ça met moins à contribution le corps que si on s'entraîne que sur un seul sport, mais de manière très poussée? Est-ce que vous avez observé ça, vous-même, dans la réaction physique du corps? Alors complètement, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime ce sport, cette discipline qui est le triathlon, parce que c'est justement un sport extrêmement complet. On travaille à la fois les jambes, on travaille le haut du corps, on a un dos qui est fort, on a tout le corps qu'on dit, la ceinture scapulaire, la ceinture abdominale qui travaille, tout est harmonieux. Il n'y a pas un muscle qui prend le dessus sur l'autre, c'est symétrique, il n'y a pas seulement comme au tennis, que j'ai beaucoup joué au tennis quand j'étais jeune, pas que le côté droite ou gauche qui travaille. Donc il n'y a pas, à ma connaissance, en tout cas si on s'écoute, si on fait juste, si on suit des plans qui sont corrects, à mon avis, ce n'est pas un sport où on se blesse. Est-ce que vous observez, docteur, une différence typiquement dans les blessures, parce qu'on parle d'entraînement, dans le surentraînement? Est-ce qu'on observe peut-être plus de blessures dans un autre sport individuel, enfin unique, je dirais, pas individuel, mais unique, que sur un sport un peu plus complet, comme par exemple que le triathlon? Ouais, c'est assez difficile de répondre à ça, évidemment, parce que je vois ceux qui sont blessés, je ne vois pas ceux qui ne sont pas blessés. Mais je connais les chiffres aussi. Et puis, le triathlon va quand même faire pas mal de blessures, tout comme la course à pied, mais c'est beaucoup la partie course à pied du triathlon qui blesse. Alors peut-être ce qu'il faut dire, c'est que, première chose, conflit d'intérêt, je suis médecin de la Fédération suisse de triathlon. Donc il faut le dire. Dans le triathlon, si on veut, c'est le meilleur sport que vous puissiez faire pour la santé, de loin. Et le pire, à la fois. De loin aussi? Quand on va très loin. Parce que mélanger les sports, en plus avec la natation, du vélo, qui sont des sports portés, qui vont très peu blesser, ben c'est l'idéal pour la santé au long cours, pour maintenir une activité physique, et puis on varie les stimulations, et le corps se développe très bien. Puis en même temps, le triathlon a cette particularité qui peut nous offrir la motivation et le choix de faire des distances de plus en plus longues, d'essayer de les faire de plus en plus vite, et d'arriver dans une dérive qui est souvent présente, il faut le dire.
quand on s'entraîne, est-ce qu'on s'entraîne pour une question de bien-être? Et ça ne concerne pas seulement les sportifs de haut niveau. Yann Logan, vous êtes probablement aussi sportif. Vous êtes notamment skieur alpiniste, non? Je crois, patrouille des glaciers au départ d'Arola, chapeau. Bénédicte, je ne sais pas quel est le sport que vous pourriez pratiquer, mais cette envie de toujours regarder soit un chrono, soit un objectif de temps ou de pulsation, de dire je me sens bien. Est-ce qu'on n'est pas prisonnier finalement du temps et des résultats quand on pratique du sport à une certaine fréquence? Vous avez un joli sourire, Karine. Est-ce qu'on se sent prisonnier à un moment donné quand même? Ou pas du tout? Alors personnellement pas, mais je constate autour de moi, oui. Mon compagnon qui est tout le temps en train de regarder Strava, la fameuse application des sportifs, et de se comparer aux autres, je pense que c'est un peu une prison. Moi personnellement pas, j'ai toujours voulu me donner le meilleur de moi, donc je me compare pas trop. Mais c'est sûr que c'est peut-être... Ça stimule l'idée d'aller regarder de temps en temps ce que font les autres et dire ah ouais, alors celle-là elle a fait 4 heures de vélo hier, elle en a fait 6 la veille, puis je me dis bon d'accord, alors j'y vais aussi. Est-ce qu'on n'est pas prisonnier un petit peu de ça? Yann Logan, Boris, j'aimerais vous faire rebondir après sur Strava, mais Yann Logan, vous, quand vous vous entraînez, pourquoi est-ce que vous pratiquez le sport? Qu'est-ce que ça vous apporte? Bon, le forum, c'est bien-être, santé, hein, économie. Je disais avant que le stress qu'il y a dessus, moi, le sport, c'est un équilibre obligatoire. Donc, j'en ai besoin. Je vais courir, fitness, à la montagne, j'en ai besoin. Alors, je ne fais pas du haut sport, je n'ai pas de chrono. Par contre, j'avoue que je cours avec une montre où il y a le chrono, puis je regarde si je suis mieux ou pas que la fois d'avant. J'essaye de moins en moins, mais pour moi, c'est l'équilibre. C'est vraiment la soupape, j'en ai besoin. Après, le problème, si je peux juste passer, on revient sur le médical aussi, et puis on avait Marius qui, je me lève très tôt, très tard, et puis tu as rebondi sur Twitter. Je pense que on en parlait tout à l'heure, avant même qu'il y ait l'interview, mais c'est un peu le défi après. C'est que c'est le dilemme, on va dire, de faire ces défis qu'on a partout. Il y a des horaires, les temps et tout, que ce soit dans le travail, tout, on se lève de plus en plus tôt. Moi, pour faire du sport, j'arrive plus avec le boulot, je me lève très très tôt. Donc tout d'un coup, on se lève tôt dans le boulot, après le boulot plus loin, après on fait plus. Puis à un moment donné, il faut trouver la limite ou comment je fais pour rester bien et pas être dans le plus. Puis d'avoir la durée. Puis là, ça rejoint peut-être ce qui a été dit avant, c'est d'arriver à avoir cette réflexion, puis un petit peu de think out of the box, la big picture aérienne, peut-être, puis se dire, hey, attends, laisse tomber là, fais attention. Puis alors dans mon cas, maintenant, c'est de maîtriser le tout, ça veut dire la famille, le travail, le sport, le tout, puis d'avoir toujours un petit peu au-delà, puis de ne pas vouloir être le meilleur partout, y compris dans mon job maintenant. On fait le mieux qu'on peut, on donne le meilleur de ce qu'on a, mais à un moment donné, il y a des limites, puis pas vouloir au plus, que ce soit dans le sport, dans la vie privée, dans le job, moi je pense, pour rester les pieds sur terre. Boris, une réaction? Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis, bien sûr. Il y a plein de choses à discuter dans cette thématique-là. On est dans une culture du plus pour beaucoup, hein, parce qu'on peut tout faire plus vite, donc forcément on doit faire plus. Et on est tous un peu victimes de ça. Et la vue aérienne, pour reprendre ton image, elle est difficile à prendre, quoi, parce qu'on ne peut pas tous monter dans l'hélico, mais on n'est pas très bon pour prendre une vue aérienne sur soi-même et ce qu'on fait et son entourage. Peut-être pour rebondir sur le Strava qui a été mentionné, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application où on appuie sur un bouton, ça démarre, ça enregistre le parcours qu'on fait, puis on s'arrête, on rappuie sur le bouton, puis ensuite ça enregistre combien de kilomètres, quelle vitesse. La particularité, c'est qu'on peut fragmenter son parcours sur des segments. On peut dire qu'entre moi et Olivier, c'est un segment, et chaque personne qui traverse ce segment va être enregistrée sur ce segment. Donc quand on va faire sa sortie à vélo, sa sortie course à pied, si on a fait le 48e temps sur ce segment, on va le savoir. Et le problème de ce type d'application-là, c'est qu'en fait, ça encourage les gens à chaque fois essayer de se battre soi-même ou de battre les autres. Donc il faut toujours aller plus vite pour obtenir des médailles, etc. Et l'entraînement, c'est pas ça. L'entraînement, c'est pas, on fait pas à chaque fois plus vite. Des fois, on fait plus vite, mais des fois, on fait plus lentement. La plupart du temps, on fait plus lentement pour finalement arriver à une adaptation du corps et de l'entraînement. Est-ce qu'il y a une prise de conscience sur de dire j'accepte d'aller moins vite, j'accepte d'être moins bon, mais parce que je cherche du long terme? C'est la même chose finalement dans la vie de tous les jours. Hein, on ne peut pas être à 100% tout le temps. Par rapport au sport, il y a cette prise de conscience, vous trouvez, ou est-ce qu'on en est encore assez loin? Alors oui, il y a, et on va en parler cet après-midi dans l'atelier que je mènerai, mais je pense que dans le sport amateur, et surtout amateur qui commence à se prendre au jeu de plus en plus, il y a peu cette prise de conscience-là. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est assez évidente, c'est que quand on commence à se mettre à l'entraînement, on progresse. Ça, c'est la bonne partie.
Mais ça peut devenir un peu trop grisant parce qu'on se dit « Ah, mais je vais continuer à progresser encore et encore ». Et de nouveau, je vois le mauvais côté de la lunette parce que je vois les gens qui arrivent épuisés et qui ont essayé peut-être de remplir la baignoire un petit peu trop entre le travail et puis trouver l'équilibre en rajoutant du sport. Mais ce n'est pas en rajoutant qu'on peut trouver l'équilibre. Ça doit complémenter, ça doit venir vraiment apporter quelque chose de bénéfique et puis pas un surplus. Et on en revient sur la notion, il ne faut pas que ce soit plus, 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 plus. C'est juste, mais quand même, je vais quand même juste donner une petite modération à ça. Je pense qu'on peut rajouter un peu d'activité physique et de sport dans un quotidien déjà très chargé et en retirer un bien-être. Probablement par le fait que ça va nous aider à arrondir les angles sur certaines choses, à calmer un petit peu le stress et puis à améliorer le sommeil. Et si on arrive à le faire dans des bons dosages, le plus peut être un plus réel. C'est lié médicalement aux endorphines que le corps produit? Ah, elles ont bon dos, les endorphines. Un peu, mais pas seulement. Non, Okay. c'est un petit peu plus de choses que les endorphines. Elles y contribuent, mais je pense qu'il ne faut pas mettre tout là-dessus. On va parler aussi par rapport au bien-être, par rapport au sport, tout ce qui touche aux nouvelles technologies. Bénédicte Fazel, vous avez lancé une start-up, Arkinesis, où vous mêlez justement la technologie au sport avec des capteurs que l'on met sur le corps pour analyser le mouvement. Vous, ce que vous amenez, ce n'est pas vraiment le capteur en tant que tel, mais le mouvement. Comment est-ce que vous situez le domaine des nouvelles technologies dans le sport aujourd'hui? Où est-ce qu'on se situe, nous, la Suisse, vous, par rapport à la start-up, sur les nouvelles technologies? Nicolas Bidault, ce matin, était assez sévère sur les nouvelles techno par rapport au sport. Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans le sport, ce qu'on voit, c'est que le début, par rapport à la technologie dans le sens large, on a tellement eu de nouvelles technologies qui ont été faites, découvertes ces dernières années, qui vont encore arriver dans le sport. Donc là, on va avoir beaucoup d'évolutions à venir. Donc je pense que la technologie va beaucoup influencer le sport, va aider à progresser mieux, peut-être changer certains types de sport, certains types de compétitions. Après, d'un point de vue suisse et sport, je pense qu'on est un pays qu'on pense peut-être qu'on est très devant, avec cet écosystème de Lausanne qui est exceptionnel, que je trouve super bien d'être aussi dans cette région-là. Mais si on compare avec des autres pays, on n'est pas si bien et pas si devant comme ce qu'on pourrait l'être, parce que les autres pays ont plus de structures dans le sport, plus d'argent, c'est gouverné différemment, c'est plus facile pour les entreprises aussi d'entrer dans ce domaine-là. Par rapport à la techno dans laquelle vous êtes, est-ce que vous êtes là pour une amélioration de performance qui s'adresse à une tranche plutôt de sportifs d'élite, ou est-ce qu'on est aussi pour les sportifs d'élite sur de la prévention? Qu'est-ce qui est l'axe qui est aujourd'hui le plus important à vos yeux, pour autant que vous puissiez choisir? Alors, mon but pour mon entreprise, c'est d'aider le sportif d'élite de performer bien, de gagner les courses. Et puis ça, c'est seulement possible s'il y a aussi le côté prévention dedans, qu'il fait attention, qu'il fait un entraînement efficace et bien ciblé. Quelle place de la technologie pour vous dans la prévention, que ce soit Boris ou Karine? Une place qui est difficile parce que, comme pour toujours, disons, la prévention, elle est beaucoup moins facile à mettre en place et à mesurer que la mesure de la performance pure. Donc il est évident que la technologie permet de mesurer beaucoup de choses qui vont avoir un retour rapide, la montre, la fréquence cardiaque, la vitesse, des appareils connectés, etc. Et on va les utiliser pour ça. En termes de prévention, aujourd'hui, on essaye surtout de comprendre quels sont les déterminants du risque de santé lors de la pratique de sport intense. Et on se rend compte que c'est surtout la bonne gestion et la bonne fluctuation des volumes d'entraînement chez les athlètes qui sont importants à prendre en considération, et l'humeur, la qualité du sommeil, la perception propre. Donc cette capacité d'auto-écoute, elle est très importante, mais c'est un apprentissage à faire. Et la technologie peut permettre d'aider à faire cet apprentissage pour mieux apprendre à se connaître. La technologie, par rapport à ce que vous faites, Bénédicte, il y a notamment, c'est lié au ski, si je ne m'abuse. Ouais. Est-ce qu'on peut l'utiliser tout le temps et partout, par rapport à un athlète, à un skieur qui serait équipé de vos capteurs inertiels? Non, je ne pense pas, non. Je suis assez même avis comme ce que vous avez dit avant.
qu'il faut s'écouter soi-même. Et puis la technologie, elle peut être là pour aider, peut-être dans des moments où on a des difficultés pour s'écouter soi-même, là où on a des doutes. Et puis surtout aussi pour savoir où on est, et puis où on veut aller, et puis de mesurer les progrès. Mais après, au final, ce qui est le plus important, c'est l'athlète lui-même, l'humain, et aussi sa relation avec son entraîneur. Et puis c'est ça qui est très important. Et puis c'est l'entraîneur et l'athlète ensemble qui doivent savoir à quel moment ça fait du sens d'utiliser la technologie. Vous étiez toujours aligné avec votre entraîneur, Karine, aligné, d'accord sur le plan d'entraînement, sur la manière de faire, sur ce qu'il mettait en place. Est-ce que c'est un parfait binôme ou est-ce qu'à des moments donnés, ce n'est qu'un stylo, il y avait quelques problématiques? Non, alors moi j'avais fondamentalement confiance en l'entraîneur. J'avais un bon contact avec lui. Bon, en fait j'en avais deux, mais j'avais un très bon contact avec eux. Et quand j'avais un doute par rapport à un entraînement, si c'était le bon moment de le faire, si j'étais pas trop fatiguée de le faire, je les appelais et je leur disais. Et c'était toujours écoute-toi, c'est ton corps, sois à l'écoute. Si tu sens que tu es trop fatigué, c'est pas le jour pour le faire. Et ça me rassurait dans le sens où je me disais pas c'est à cause de ça que je vais pas atteindre mon objectif. Si on revient sur de la nouvelle technologie, le triathlon par exemple, j'ai observé le parc vélo au triathlon de Nyon. En termes de dernier cri de développement de la roue la plus légère, profilée, etc., c'est un business qui est gigantesque. J'imagine. Il faut juste aller voir une fois, il faut voir même un parc à vélo des Ironman. C'est juste de la folie furieuse. En termes de budget, ça représente quoi? Bon. En termes de matériel, ce que vous aviez pour préparer un Ironman, entre ce que vous avez investi pour toutes les chaussures d'entraînement, parce que j'imagine que vous en avez usé plus qu'une, le vélo, etc., pour avoir un ordre de grandeur? Bon, chez moi, c'était particulier. J'ai eu de la chance parce que je me suis acheté un vélo d'occasion. Parce qu'en fait, je voulais faire une fois un Ironman. J'ai dit, je ne vais pas m'acheter un vélo neuf, donc je n'ai pas dépensé grand-chose. Mais en ce qui me concerne, je ne sais pas, c'était peut-être... Avec l'autre vélo que j'ai acheté pour les autres entraînements, je ne sais pas, autour des 8 à 10 000 francs. Mais je sais qu'un vélo de contre-la-montre peut coûter beaucoup plus que 10 000 francs. Donc, c'est des... Avec la nécessité d'avoir des réglages qui sont très fins, parce que suivant comment vous réglez votre vélo, vous pouvez avoir des incidences sur votre santé. Oui, donc ça, c'est aussi une partie importante de la préparation. Et ça, j'imagine que vous en savez quelque chose. Les blessures, c'est souvent dû à des mauvais réglages, à la mauvaise chaussure, qui nous fait aller chez le physio, qui nous fait dépenser beaucoup d'argent dans tout ce qui est à côté. Effectivement, moi, je me suis blessée parce que ma selle était 1 centimètre trop haute et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai cru qu'elle descendait à l'entraînement, donc je l'ai une fois remontée trop. Puis je me suis dit, bon, j'y vais comme ça. Et en fait, j'ai fait trop de kilomètres avec une selle trop haute qui fait que je me suis blessée. Quel est le message que l'on véhicule? On dit le sport c'est la santé. Churchill avait une autre approche du sport et de la santé. Mais enfin, comment est-ce qu'on arrive à parler de santé quand on est à l'extrême? Comme vous êtes à votre premier Ironman à Vichy de mémoire et vous vous blessez, fracture du pied pendant la course, hein, si j'ai bien compris. Où est-ce qu'on trouve la balance entre sport bien-être et puis sport trop extrême, dangereux pour la santé? Bon, on la trouve en soi. De nouveau, je crois que c'est toujours à l'écoute de soi, l'envie de faire quelque chose, de se dépasser. C'est pas tout le monde qui a envie de se dépasser. Moi, j'ai eu envie de me dépasser. Comme j'ai dit avant, c'était toujours avec un souci de bien-être et d'écoute de moi. Voilà. C'est vrai que les blessures, c'était malchance les 2 fois. Je ne crois pas que c'est parce que j'ai forcé. La première fois, c'est que j'ai mis le pied sur le trottoir de travers. Je me suis fracturé le pied sur le moment. La deuxième fois, je viens de le dire. Mais sinon, je ne me serais pas blessée. Donc, je me serais sentie bien. Je vois pas. J'ai eu ces 2 incidents qui ne m'ont pas empêché de continuer parce que je ne me suis pas dit oui, j'en fais trop. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que cette année, je n'ai pas fait. Et je vais très bien comme ça. Il y a des périodes, à mon avis, chez moi, c'était atteindre un objectif. Je suis allée au bout de mon objectif. Il est atteint ou passé à autre chose. Ouais. C'est pas une drogue, donc? Pour moi, pas. Le bien-être que me procure le sport est peut-être une drogue, mais je ne suis pas
complètement dépendante. C'est pas comme si je dois faire un Ironman dans 6 mois, je veux atteindre cet objectif-là. C'est vraiment pour le bien-être que je le fais. Si on ouvre le livre souvenir, Ironman Hawaï, vous êtes blessé avant, Alors, à la cuisse. Et comment on fait justement pour trouver la juste balance en disant, bon, mon objectif c'est l'Ironman, je suis quand même blessé, je vais quand même pousser au-delà parce que j'ai quand même envie d'atteindre mon objectif. Bon, l'objectif était d'aller à Hawaï au championnat du monde, que j'ai atteint. Arrivé à Hawaï, j'étais blessée à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Après, aller à Hawaï, c'était pour moi déjà rien que de participer à cette course, c'était le rêve. C'était de voir tous ces athlètes, les meilleurs athlètes du monde entier, croiser une Daniela Ryf sur le parcours vélo, croiser un Gomez sur la course à pied. Je vibrais. Et puis la blessure que j'avais, bon, ça c'est mon approche un peu holistique du sport, c'est que quand j'avais trop mal, je souriais. Je me conditionnais de manière positive. Pensée positive. Ouais. Et ça me permettait de sentir que la douleur, après quelques instants, elle redescendait et elle était de nouveau supportable. La gestion de la blessure, savoir dire stop ou savoir dire ça je peux supporter sans avoir un traumatisme plus loin, plus important. Pas facile, docteur. C'est pour moi, j'imagine. Hein. Oui, c'est très difficile hein, parce que je vais vous donner un exemple. En m'occupant de gymnastes de haut niveau international, on leur a posé des questions à un moment donné. On a commencé à monitorer, c'est-à-dire à mesurer régulièrement sur les semaines certains paramètres, combien ils sont fatigués, combien c'était dur l'entraînement, etc. On leur a demandé combien ils avaient de douleurs, sur des échelles qu'on met de 0 à 10. Hein. Et on s'est rendu compte, ce qu'on savait un petit peu, mais on a pu poser des chiffres, qu'en moyenne, ils avaient 4 sur 10 de douleurs tous les jours. Donc ils disent, après l'entraînement, aujourd'hui, j'ai eu mal que 3. D'accord ? Donc, quand on dit il ne faut pas avoir de douleur, l'erreur principale que peut faire le médecin, ou le physio, ou le coach, etc., c'est dire, s'il y a une douleur, il faut rien faire, il faut tout arrêter. Et en même temps, il faut absolument respecter la douleur. Donc on est dans un jeu qui est très très compliqué, parce que les athlètes de haut niveau, ils ont constamment une certaine douleur qui est présente, ils la jaugent, ils la maîtrisent, et ils sourient, et c'est une très bonne stratégie quand elle est dans une zone qu'ils connaissent bien et qu'ils maîtrisent. C'est les changements par rapport à l'habitude d'une petite gêne ou d'une petite sensation douloureuse qui doivent mettre la puce à l'oreille. Si l'évolution après un entraînement, le lendemain, elle n'est pas comme d'habitude, elle persiste plus longtemps, et puis elle commence à perturber la gestuelle, ce que des fois l'athlète ne voit pas, ça peut être l'entraîneur qui voit que la gestuelle change un petit peu, ça c'est des signaux d'alerte. Donc voilà, c'est assez difficile. Une chose que j'aurais juste voulu mentionner, dans la limite entre jusqu'où, combien on fait, combien ça devient éventuellement malsain et tout ça, je crois qu'il y a la question de performance qui est un peu au centre, et il faut se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire la performance. Et souvent on se dit la performance c'est le chronomètre, par exemple. La définition de la performance c'est de faire mieux. Pour certains, la performance c'est d'aller à Hawaï, puis d'y être. Et puis comme ça, on a acquis cette performance. On y est allé, on a vécu ce truc-là. C'est une performance en tant que telle. C'est une performance en tant que telle. Et peut-être si on se pose la question de qu'est-ce que je définis comme étant ma performance, eh ben, la pratique saine peut amener une forme de performance qui est définie par le bien-être, par l'équilibre, par ma capacité à accomplir mon travail, à bien récupérer. Et ça, c'est être performant en soi. Et on n'a peut-être pas besoin de gagner non plus la course. Pierre de Coubertin, les Jeux Olympiques, Yann Logan. Quel est l'axe sur la santé dans les Jeux Olympiques de la jeunesse que vous souhaitez développer, qui va au-delà de la performance? Alors, on n'est pas seul à le faire, on le fait avec le CO, avec les acteurs qu'il y a dans le sport, puis c'est vraiment une mission qui n'est pas simple du tout. Parce que l'aspect sport et santé, alors ça c'est ma compréhension, puis peut-être que je ne vais pas tout dire juste, mais l'aspect sport et santé dont tout le monde parle, il est évident, puis j'ai envie de dire la santé, le médical le met en avant pour dire sport et santé. Le monde du sport professionnel, le monde du sport qui veut des temps, mais pas toujours sport et santé en avant, mais la performance, on vient d'en parler. Donc maintenant aux Jeux Olympiques où on parle de performance, de mettre ça ensemble, c'est pas tout simple. Ce qu'on a réussi à faire, et puis on travaille ensemble avec Boris, avec l'université, comme j'ai dit avant, on a réussi à mettre que lors des Olympiques de la jeunesse, tout le module qui va être mis en place pour aider les athlètes à faire leur performance va s'appeler Health for Performance. Donc on a réussi à mettre dans ce monde du sport la santé pour le sport. Et ça, je crois que c'est un immense milestone, un énorme milestone de changement
où dans le monde olympique, en tout cas aux Jeux Olympiques de la jeunesse, on a pu mettre ça en avant. Et j'ai dit, il y aura des modules. On ne voit pas tout, nous, ici. Non, malheureusement, ce n'est pas diffusé. Voilà. Genève Servette et Lausanne Hockey Club, on se réjouit du début de la saison, voilà. ça c'est sûr. Et puis donc maintenant, on a mis ça en avant. Puis quand on met santé pour le sport, on parle des choses basiques, mais justement de tout ce qui a été dit, de faire attention. Et ces jeunes qui sont là de 15-18 ans, c'est une volonté très forte du mouvement olympique, de mettre en avant ça et de les rendre attentifs. Je crois que tout ce qu'on vient de dire, l'équilibre de vie, comment gérer les médias sociaux, c'est aussi, c'est peut-être pas du sport, mais aussi de la santé, comment est-ce que je passe tout mon temps sur ce truc pour être sur les réseaux sociaux. Donc les jeunes, leur dire où est l'équilibre. Et donc je crois que la discussion qu'il y a maintenant, c'est de transmettre ce bon savoir-faire dès le début pour les éduquer à être dans ce sens. En termes d'éducation, sport, meilleure école de la gestion d'échecs, justement, se préparer, savoir échouer, savoir ne pas atteindre un objectif, d'après vous? Moi, oui. Dès qu'on fait quelque chose où on a envie de se surpasser, on a envie d'aller en avant, on a dit loin, oui. Puis le sport, je pense après le sport d'équipe, le sport individuel, où on s'améliore, on s'entraîne, on va apprendre l'abnégation, on va apprendre le succès, la réussite, les pleurs, la douleur. Puis je crois que c'est une excellente école de vie, oui, absolument. Avec toujours cette métaphore qui dit c'est pas important de tomber souvent, mais c'est de savoir qu'on se relève plus souvent qu'on ne tombe. Est-ce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie d'un sportif d'élite ou sportif extrême, pour reprendre la question du jour, est plus élevée? Est-ce qu'on observe ce genre de phénomène? Question du public. Oui, on l'observe clairement. Il y a pas mal d'études qui se sont penchées sur les anciens sportifs d'élite et puis leur longévité, notamment chez les Finlandais, mais aussi chez les anciens coureurs du Tour de France et chez les anciens athlètes olympiques. Et puis elle se chiffre même entre 2 et 5, 6 ans. Avec les sports d'endurance qui bénéficieraient, semblerait-il, plus d'une meilleure longévité que les sports plutôt explosifs qui, eux, bénéficieraient d'une moins grande augmentation de la longévité. Mais tous bénéficient d'une meilleure longévité. Mais, ce serait trop facile et trop beau de juste dire ça comme ça. D'accord ? Il ne faut quand même pas oublier un truc, c'est que c'est hyper important d'avoir un bon style de vie et puis de prendre soin de sa santé, d'être à l'écoute, etc., de gérer son stress, son sommeil, etc. C'est bien. La génétique joue un rôle, toujours. Et les athlètes d'élite, qu'ils aient fait le Tour de France ou les Jeux Olympiques, etc., ils ont quand même toujours une certaine base génétique favorable, on va dire. J'ai fait du sport de compétition, merci papa, merci maman. Parce que je pense que, outre certaines valeurs, ça a amené quand même probablement un bagage génétique qui a aussi permis par l'entraînement, de traduire certaines capacités. Donc ces personnes qui ont vécu plus longtemps, elles avaient aussi certainement un bagage génétique qui était favorable à un meilleur fonctionnement métabolique du corps pendant plus longtemps. Et avec évidemment toutes les précautions d'usage, parce que quand on regarde notamment ce qui se passe aux États-Unis à propos des commotions, à propos notamment du football américain et le film qui est sorti assez récemment que vous avez peut-être vu, c'est à prendre évidemment avec des pincettes. La commotion, elle est aussi au centre de la prévention, liée aux Jeux Olympiques de la jeunesse, avec Pat Burgener, si je ne m'abuse. Oui. Alors. Oui, c'est notre ambassadeur. Puis avec le CHUV, justement, on fait tout un module prévention de la commotion. La sensibilisation, la prévention. On arrive au terme de cette table ronde. C'est peut-être le meilleur mot sur l'enjeu du développement, qu'il soit en termes de santé-sport, autant en termes d'application. Est-ce qu'on peut avoir cette image-là, ou est-ce que c'est un peu biaisé? La prévention, Boris Kojanovic. La difficulté de la prévention. Dans le cadre des JOJ. Au sens large dans le sport. Oui, c'est difficile, mais je pense que, de nouveau, on va en parler un peu cet après-midi, je crois, mais c'est pas ce qui est mis en avant en termes de santé, en général. On pense traitement avant de penser prévention. On a beaucoup plus d'outils pour faire du traitement que pour faire de la prévention. La prévention, ça veut dire se poser la question du long terme, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais on s'en fiche, tout le monde s'en fiche. Intellectuellement pas, mais dans la pratique, tout le monde montre qu'on s'en fiche. C'est-à-dire que c'est difficile d'essayer de changer ce comportement-là et puis d'avoir une approche de prévention rationnelle. Tout comme il est difficile peut-être de ne pas céder par moment à la tentation du dopage, j'imagine, à tous les niveaux, que ce soit sportif d'élite ou que ce soit même sport populaire. Est-ce que ça, vous l'avez vu dans votre expérience de triathlète Iron Woman, en l'occurrence? Personnellement, évidemment pas. Mais
Non, moi, j'ai pas été confrontée à ça. Je l'ai pas vu non plus, je l'ai pas vraiment observé non plus. J'ai pas cherché à le savoir non plus. Merci beaucoup. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Bravo.